Conduire dans les rues de Port-au-Prince est un sport à haut risque, source de beaucoup de stress et de fatigue. Il y a pourtant une catégorie de nos concitoyens qui passent de très longues heures assis au volant dans des véhicules non climatisés. Il s'agit de tous les chauffeurs de tap-tap, taxi, bus, minibus. Nous avons la dernière fois commencé à placer le projecteur sur les tap-tap. Nous allons continuer aujourd'hui et nous allons essayer de voir comment on peut optimiser tout ce petit monde qui a déjà commencé à s'organiser eux-mêmes et de manière, on pourrait dire, satisfaisante, puisque pratiquement tous les quartiers du Grand Port-au-Prince, c'est-à-dire Port-au-Prince avec les sorties au sud, au nord et jusqu'à Pétionville, sont desservis par des véhicules publics relativement bien organisés entre eux, mais c'est eux qui ont fait le travail. Il y a peut-être moyen d'améliorer tout ça. Comme d'habitude, nous allons voir tout ça avec notre ami William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Alors, tap-tap numéro 2. Tap-tap numéro 2. En fait, avant de démarrer, je dois remercier Rothschild Pierre. C'est quelqu'un avec lequel j'ai eu la chance de mener des recherches sur le terrain et avec lequel j'ai eu également l'opportunité de rencontrer diverses propriétaires de TapTap et aussi des gens de la DGI. Parce qu'en fait, il fallait recueillir les informations. Donc, il fallait un guide. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier, je suis plutôt anglophone et américain. Donc, lorsque j'ai besoin de recueillir des informations, je m'appuie sur plusieurs sources. Et en fait, c'est ce que j'ai eu à faire. Donc, Monsieur Pierre Rothschild, merci infiniment. Merci, Rothschild Roméo. Merci. Bon, c'est à cette occasion que vous avez découvert qu'il y avait environ 400 000... 300 000. 300 000. Ouais, en fait, il faut au prime abord dire que c'est au niveau de la DGI que les matriculations fiscales les plaques d'immatriculation sont issues. Et qu'il y a recensé 300 000, il me dit 300 000 d'immatriculations qui ont été émises. Oui. Hein, donc, 300 000 transports publics. 300 000 transports publics. Donc, c'est déjà... Maintenant, il faut souligner tout de suite que nous sommes 12 millions, 300 000, ça donne 40 habitants par tap-tap. Donc, en matière de ratio. Donc, ce qui fait que le business du tap-tap, c'est un business à très grand risque parce que il y a 40 passagers potentiels par tap-tap. Donc, on comprend pourquoi il faut beaucoup de voyages. Il faut que les 40 passagers par tap-tap aillent d'un point à un autre pour générer les revenus nécessaires pour qu'un chauffeur de tap-tap et également une concurrence féroce. Non, oui, c'est pourquoi la concurrence est féroce, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de passagers pour le nombre de tap-tap qui existent en circulation. Quoique il y a parmi ces gars-là des gens qui travaillent la journée, d'autres qui travaillent la nuit. Mais c'est pour vraiment donner aux gens une idée comment que le business de tap-tap est compétitif. Et lorsque les gens sont dans les rues et conduisent de façon vraiment désordonnée, on comprend pourquoi. C'est ce que je suggérais dans mon introduction. Je n'aimerais pas être au volant d'une voiture pendant des heures, dans la poussière, les embouteillages, le bruit, parce qu'ils sont pas confortablement installés dans leur véhicule climatisé. Mais dans le même temps, 40 par tap-tap, quand on se trouve, ça m'a toujours frappé, au fameux rond-point des Trois Mains, à l'aéroport, à la sortie des usines de la Sonapi. Mais ces pauvres gens, je parle des ouvriers et des ouvrières de la Sonapi, parfois ils sont obligés d'attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures avant de pouvoir monter dans les tap-tap. Maintenant, pendant les heures de pointe, oui, bien sûr. Il y a une demande exacerbée. Énorme. Et là, en général, c'est le plus fort qui arrive à monter. Ah oui, bon. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un tap-tap normal, c'est à peu près 12 passagers. À la rigueur,
13 passagers à la rigueur, 15 à la rigueur, mais normalement, c'est 12 passagers confortablement assis. Et les heures de pointe, effectivement, il n'y a pas assez de tap-tap parce qu'il y a une demande extraordinaire sur le marché. Et pourtant, ils arrivent tous... Ils arrivent tous à rentrer chez eux. Ils arrivent tous à arriver au travail. Oui, mais dans quelles conditions? Oui. Maintenant, ce que nous sommes en train d'évoquer, il faut pour faire le point vraiment qui nous intéresse, en la deuxième partie de TapTap, c'est vraiment la question de la politique publique du transport en commun en Haïti. Et pour arriver, pour m'habiliter à en parler, je dois vous dire que j'ai conduit j'ai eu diverses conversations avec diverses personnes pour recueillir les diverses opinions, et je suis certain que les opinions que j'ai recueillies sont les opinions qui sont partagées généralement dans le pays. Donc, excusez-moi. Et c'est vraiment le point de mettre sur le tapis, sur le plateau, les diverses opinions que j'ai pu recueillir et maintenant, juste à poser à ça, ce que je pense qui aurait pu être fait. Et au prime abord, disons que la majorité des gens qui pensent transport public, et ils pensent transport public dans le prisme par exemple, de ce qui est fait en Dominicanie ou dans le prisme de ce qui est fait aux États-Unis, où il y a un système de subway, un système de bus transport en commun, et ce qui se répète également en Dominicanie et dans toutes les grandes villes. Parce qu'en fait, ce qui intéresse la personne, c'est que la personne arrive à destination dans un minimum de confort et que le service public, le transport public, soit à temps. Oui, il y a eu plusieurs projets qui ont été avancés dans ce domaine. Je me rappelle d'un projet de navette à partir du wharf de Port-au-Prince pour desservir toute la banlieue sud, ce qui serait un excellent moyen de contourner Martissan, par exemple. Là, jusqu'à... Il y avait eu un projet de tram. Ça, ce serait pour le bas de la ville, avec les rues bien tracées. D'ailleurs, dans mon enfance, on voyait encore ça existait les rails du train de Lascaux. Il y avait même eu un projet de téléphérique. Maintenant, oui. Mais il faut se rendre compte que ça rentre dans l'écosystème de la discussion que nous entretenons, nous autres de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie, et qui sont des réplicas de ce que nous avons vu ailleurs. En fait, petite parenthèse, pour le métro, ça me paraît difficile pour la simple et bonne raison que la nappe phréatique est à 30 cm sous le béton, au bas de la ville. Les constructions architecturales ne peuvent se faire que par caissons étanches. Dès que vous fouillez le bas de la ville, il suffit d'aller voir tous les laveurs de voitures, ils lancent leur bokit à 1 mètre maximum. Comment fouiller et faire un métro dans ces conditions, ça coûterait... Oui, effectivement, c'est pas impossible, mais c'est simplement le coût devient prohibitif. Maintenant, une chose qu'il faut signaler, la majeure partie de ce que nous venons d'évoquer exige des investissements massifs. L'infrastructure énorme. Par exemple, il y a même les projets de télésphérique qui pourraient être facilement mis en œuvre, mis en application. Ça coûte généralement beaucoup d'argent et aussi en entretien donc il y a un savoir-faire qui est un mot qui n'existe pas dans le vocabulaire haïtien, hélas. Qui existe mais pas au niveau que l'on aurait voulu. Je préfère dire que tout ce que nous voulons existe dans le pays, mais peut-être pas au niveau que nous aurions voulu. Maintenant, au niveau de la télésphérique, c'est vraiment encore un investissement très lourd. Il y a un savoir-faire qu'on n'a pas, qu'on peut importer, mais établir tout ça, l'investissement, c'est une chose. Mais la deuxième, c'est vraiment quels sont les revenus qui vont justifier ces investissements. C'est ça. Et lorsque les revenus ne sont pas là pour justifier les investissements, il faut réfléchir autrement. Parce que lorsqu'on dit que les revenus ne sont pas là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une part, il n'y a pas... Le niveau du salaire des gens est tel que les gens ne peuvent pas
payer un transport commun à un prix raisonnable. Les gens n'ont pas le pouvoir d'achat pour se permettre de voyager en télésphérie d'un point à un autre. Parce que ça coûte cher, et si ça coûte cher, si la construction coûte cher, il faut également une période de temps d'amortissement. Oui. Et ensuite rentabiliser. Donc, bien sûr, il y a cette réflexion qui doit être prise en considération. Donc, dans une politique publique de transport, moi, ce que qui m'attire, c'est la notion de la réorganisation de l'existant. La réorganisation de partir de ce qui existe, réorganiser, et améliorer. Maintenant, comment réorganiser? Nous savons déjà, la dernière fois, nous l'avons discuté. En fait, plusieurs fois, nous avons évoqué sur le tapis le business des motocyclettes. Oui. Nous avons évoqué récemment le business du tap-tap. Oui. Et nous avons évoqué le fait que, selon les observations et les recherches que j'ai pu mener, que les tap-tap, les circuits sont organisés et les propriétaires de tap-tap, eux autres, s'organisent autour de certains circuits. Exact. Ils limitent le nombre de gens par circuit. Et lorsque le business n'est pas adéquat pour que tous les membres d'un circuit puissent se tirer d'affaire, ils s'organisent pour travailler chaque autre jour, every other day. Tous les 2 jours. Tous les 2 jours, merci. Merci Serge. C'est une bonne chose que vous soyez également anglophone. Oui. Maintenant, ça c'est la façon que c'est organisé aujourd'hui. Maintenant, et ceci c'est à travers le pays. Nous savons également que les tap-tap qui viennent de Martissan arrivent en ville et à partir de la ville ne peuvent pas venir à Pétionville ou à Carrefour ou à Canapé-Vert. Absolument. Donc les gens doivent faire un relais entre la station. Prendre un premier, un deuxième, et même parfois un troisième. Et prendre un premier, parfois le deuxième, parfois le relais est assuré pour les motos. Hein? Donc tout ceci est déjà en place, c'est organisé. Maintenant, ce que je pense qui pourrait être fait, c'est comment institutionnaliser les circuits. Parce que ce sont les circuits qu'il faut institutionnaliser et maintenant identifier les routes qui seront desservies par les circuits et tous les membres des circuits, comment les faciliter, d'une part, à opérer de façon rentable. C'est vraiment là la question que je pense sur laquelle on devrait se poser, avec se pencher. Parce que c'est déjà l'existant, on n'a pas réinventé la route, nous n'avons pas les ressources pour reconstruire les routes, pour construire les télésphériques, construire le métro, construire le tramway. Donc les ressources ne sont pas là. Mais par contre, de façon juridique, on peut réorganiser ce qui existe. Donc, c'est-à-dire remettre l'État aux commandes, en quelque sorte. Bon. Parce qu'il y a quelque temps encore, c'est l'État qui fixait les trajets, qui fixait le prix des courses même. Aujourd'hui, ils s'organisent entre eux. J'ai l'impression que ça marche plutôt mieux que... Maintenant, il faut dire une chose, c'est pas que l'État vient s'impliquer dans l'affaire, mais l'État plutôt joue un rôle de régulateur. C'est vraiment là la fonction de l'État. Et pour le faire, l'État n'a pas besoin d'investissement très lourd. C'est vraiment de mettre en place une commission pour la gestion du transport en commun dans le pays. Et à partir de cette commission, les réflexions qui sont faites effectivement comment fédérer, comment intégrer plutôt les chefs de circuit à l'intérieur d'un système pour que le service de transport puisse être beaucoup plus efficace et de façon optimale. Au XIXe siècle, il y avait un homme politique français dont j'oublie le nom qui disait « Si vous voulez enterrer un problème, créez une commission ». Bon, ça, c'est fait. Il faut dire que ça, c'est la politique de l'extrême droite. Parce que la politique de l'extrême droite, c'est vraiment une politique qui vise à désengager l'État. C'est comme on vous dit, si vous voulez que l'État soit, qu'une économie développe. D'être extrême, la droite, tout simplement. La droite. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, si vous voulez qu'une économie soit florissante, il faut désengager l'État. Enlever les impôts, avoir le marché libre, défaire les mesures à la douane, les tarifs douaniers. Donc, effectivement, il y a les deux positions. Mais il y a également, il ne faut pas oublier que la majeure partie des grandes réussites ont été réalisées avec l'implication de l'État.
Hein, vous avez les autoroutes, c'est l'implication de l'État. Le système de santé national, l'implication de l'État. D'une façon générale, tout ce qui est grosse infrastructure. Parce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'argent. Il y a une chose, oui, c'est ça. Maintenant, vous avez touché du doigt la manie, c'est ça? Oui, parce que, en fait, les grands investissements d'infrastructures en général sont rentables sur le long terme. Très long terme. C'est pourquoi l'État s'implique dans les organismes des infrastructures. Bien sûr, et ceci rentre dans le cadre du transport en commun et qui est un projet à long terme. Hein? Ouais. Donc, et vraiment mettre en place une commission pour intégrer je parle des chefs de circuit, parce que c'est à partir des chefs de circuit que vous allez fédérer par quartier, par zone, par commune, et ce sont des communes qui seront indépendamment organisées et qui vont jouer un rôle vertical, qui vont aboutir à un lieu central où les décisions sont prises et réacheminées vers le bas. Hein? C'est bien. Il y a une chose que je dois vous dire, que la réflexion aujourd'hui dans le transport en commun, c'est la réflexion de la gratuité du transport en commun. Où ce sont les investissements qui se font de façon qui sont pris en charge par l'État, et l'État dessert les grands circuits. Hein, par exemple, vous prenez la route de l'ALU, avenue John Brown, qui monte jusqu'au Canapé Vert, qui monte jusqu'à Pétionville. Vous avez un circuit de bus qui fait ce trajet. Maintenant, les routes secondaires sont desservies à partir des tap-tap. Donc, donc, un partage des tâches. C'est ça. L'État se chargeant des grands axes. C'est ça. Gratuitement. Et ensuite... Les axes secondaires sont desservis pour les tap-tap, les motos. Ouais. Mais là c'est payant. Oui, donc, et aujourd'hui, il y a plusieurs pays. Par exemple, en France, par exemple, il y a l'expérience qui se fait aujourd'hui pour la gratuité du transport en commun. Donc, il y a beaucoup de réflexions qui se fait parce que embryonnaire. Parce que la notion du transport en commun détermine en fait la croissance, joue un rôle très important dans la croissance économique. Oui, c'est vrai. Mais bon, je me rappelle de l'expérience. Je crois que c'était sous Préval. Des fameux bus Dignité. Oui. Combien de temps ça a duré? Mais ces bus sont tous morts de mort prématurée. Pourquoi? Manque d'entretien. Par manque d'entretien. Maintenant, tout bêtement. Oui. Maintenant, ce que j'aime dire, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre. Il y a beaucoup de choses qui ont été essayées et qui n'ont pas réussi. Mais ça ne veut pas dire que ces choses-là en elles-mêmes sont mauvaises. Tout à fait d'accord avec vous. La question, c'est vraiment comment les mettre en œuvre et comment les faire fonctionner de façon optimale. Voilà. Et vraiment, je pense que c'est l'orientation que nous aimerions donner que nous donnons toujours à nos discussions, à nos interventions. Parce que là, nous sommes tous inquiets, c'est ça? Nous sommes tous inquiets de la façon dont est fourni les services publics, le fonctionnement de l'État. Mais ça, c'est général dans le pays, parce qu'en fait, la majeure partie des interventions qui se font à la télévision, à la radio, dans les journaux, etc., les gens évoquent toujours ce qui ne fonctionne pas dans l'État. Alors que nous voulons... Nous voulons nous axer, nous concentrer sur ce qui fonctionne et comment optimiser le service. Comment l'améliorer. Bon, eh bien, comme nous avons répété plusieurs fois que c'était des projets à long terme, plus tôt on commencera, plus vite on arrivera à des résultats positifs. Ah non, mais organiser le service public aujourd'hui, si nous prenons l'existant, c'est quelque chose qui va prendre 9 mois à 1 an. C'est pas... Parce que les circuits existent déjà. OK, donc appel est lancé pour que demain nous ayons des conditions de circulation qui soient moins traumatisantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Je n'ose pas dire meilleures, mais moins traumatisantes. C'est faisable, nous avons ce qu'il faut pour le faire. Merci William. Merci Serge. Voilà, c'était Tap-Tap numéro 2. Je ne crois pas qu'il y aura de Tap-Tap numéro 3, sauf si vous le souhaitez. Je rappelle que vous pouvez voir nos émissions, les échos de la finance, en allant sur notre adresse YouTube.
à... Ils n'ont qu'à regarde. mettre les échos de la finance sur YouTube et ils verront tout. Directement. Oui, oui. Il n'y a pas besoin de passer par Métropole Bon, Télé. oui, passer Métropole Télé, directement sur YouTube. D'accord. C'est bon d'aller sur Métropole Mais Télé. sur YouTube, vous avez le menu complet. Ouais. Merci. Bonne fin de journée.